Le marteau en acajou était suspendu dans l'air lourd et suffocant de la salle d'audience 4B. Un silence étouffant venait de s'abattre sur le public. Il était si absolu que le bourdonnement de la climatisation ressemblait à un moteur d'avion. Richard était assis à la table du demandeur. Son sourire narquois et étudié se fondait en un masque de terreur pure et sans mélange. Il était entré ce jour-là en s'attendant à ruiner financièrement la femme discrète et sans prétention avec qui il était marié depuis 8 ans. Il pensait divorcer de Nora Miller, une fille de province sans famille et sans bien. Mais lorsque l'honorable juge Harrison Caldwell a regardé les documents fédéraux scellés devant lui, le visage du juge a blêmi. Quand le juge a finalement prononcé son vrai nom, Richard a compris qu'il n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait signé son propre arrêt de mort. C'était un mardi soir de fin octobre lorsque Richard Sterling a décidé de détruire son mariage. La pluie s'abattait contre les baies vitrées de leur penthouse du centre de Seattle. Elle déformait les lumières de la ville en une traînée floue de néons. À l'intérieur, la température était parfaitement régulée. Une musique de jazz s'échappait doucement de haut-parleurs invisibles et une odeur d'ail rôti et de romarin emplissait l'air. Nora, sa femme depuis 8 ans, sortait d'un plat en céramique du four. Elle portait un simple pull beige, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, avec une petite trace de farine sur la joue. Elle avait l'air d'être comme d'habitude, casanière, silencieuse, complètement banale. Richard la détestait pour ça. Il se tenait sur le seuil de la cuisine, desserrant sa cravate en soie italienne. À 36 ans, Richard était vice-président des acquisitions dans une grande société de promotion immobilière. Il portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus cher que toute la garde-robe de Nora. Il conduisait une Porsche argentée et élégante. Il était un homme au bord de la grandeur absolue. Il venait de conclure un accord de zonage commercial de plusieurs millions de dollars qui lui garantirait sa promotion au rang d'associé. Il se sentait comme un titan. Et les titans, se disait-il, ne rentraient pas chez eux pour retrouver des femmes ordinaires qui passaient leur journée à peindre des aquarelles et à faire du bénévolat dans des refuges pour animaux. Les Titans rentraient pour retrouver des femmes comme Tiffany. Tiffany Lawson avait 25 ans. C'était une jeune cadre du service marketing avec de longues extensions blondes. Elle avait un penchant pour les sacs à main de créateurs et une ambition impitoyable qui égalait celle de Richard. Ils couchaient ensemble depuis 6 mois. Tiffany comprenait le jeu de l'entreprise. Elle comprenait les nuits tardives, les dîners de réseautage, l'ego démesuré nécessaire pour dominer le marché immobilier de Seattle. Nora, en revanche, se contentait de lui demander comment s'était passée sa journée et de lui offrir une assiette de poulet. « Nora, » dit Richard, sa voix tranchant avec la douce atmosphère de la cuisine. Elle se tourna en souriant doucement. « Tu es en retard? Le rôti est un peu trop cuit, mais je l'ai gardé au chaud. Comment ça s'est passé au bureau? »« Je ne mange pas, » répondit Richard, son ton dénué de toute inflexion. Il s'approcha de l'îlot de cuisine en marbre et jeta une épaisse enveloppe Kraft sur la surface immaculée. Elle atterrit avec un bruit sourd et définitif. « Assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Nora regarda l'enveloppe puis le visage de Richard. Son sourire s'effaça, remplacé par une neutralité prudente. Elle ne paniqua pas. Elle ne paniquait jamais, ce qui était une autre chose qui l'irritait profondément. Elle s'essuya les mains sur un torchon et s'assit sur l'un des tabourets de bord en cuir. « Qu'est-ce que c'est, Richard? »« C'est fini, Nora, » dit Richard, posant ses mains sur l'îlot et se penchant en avant, dominant son espace. « Je demande le divorce. Les papiers sont dans cette enveloppe. Mon avocat a déjà rédigé un accord de règlement très généreux. Si tu le signes sans faire d'histoire, je veillerai à ce que ta transition hors de cet appartement soit confortable. Je couvrirai même les 6 premiers mois de loyer où que tu décides d'aller. » Nora ne prit pas l'enveloppe. Elle se contenta de le fixer, ses yeux noisettes complètement illisibles. « Tu divorces de moi. Comme ça. Après 8 ans. » « Les gens évoluent différemment, » dit Richard, récitant la phrase qu'il avait répétée avec Tiffany la veille dans une chambre d'hôtel de luxe. « J'ai besoin d'une partenaire qui corresponde à ma trajectoire. Quelqu'un qui comprend le monde dans lequel j'évolue. Toi, tu es heureuse avec une vie très simple, très tranquille. Il n'y a rien de mal à ça, Nora, mais ce n'est plus assez pour moi. »« Ta trajectoire, » répéta doucement Nora. « Je vois. J'ai dépassé ça, » insista-t-il, faisant un geste vague vers le penthouse de plusieurs millions de dollars. Un penthouse dans lequel ils avaient emménagé il y a seulement 3 ans,
après que sa carrière ait mystérieusement décollé. Je t'ai dépassé. Je suis désolé si ça semble dur, mais je préfère être brutalement honnête. Je ne veux plus perdre ton temps, ni le mien. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda-t-elle. Sa voix ne tremblait pas. Il n'y avait pas de larmes. Richard se raidit, mais il leva le menton d'un air défensif. C'est totalement hors de propos. Le problème principal est que notre mariage est fonctionnellement mort. Mais si tu tiens à le savoir, oui. Elle s'appelle Tiffany. Elle est plus adaptée à la vie que je construis. Nora tendit enfin la main et toucha le bord de l'enveloppe Kraft. Elle traça le papier d'un doigt fin. Pendant une brève seconde, Richard crut voir une lueur dans ses yeux. De l'amusement, de la pitié, mais elle disparut instantanément. « Je vois, » dit doucement Nora. « Et ton avocat a rédigé ça sans même que nous en ayons parlé? » « David Kensington est le meilleur avocat en droit de la famille ou de l'État, » dit Richard fièrement. « Il a rédigé une dissolution de mariage standard. Comme tu es entré dans ce mariage sans aucun bien, et comme j'ai été le seul soutien de famille pendant toute notre relation, l'accord reflète cette réalité. Tu recevras une somme forfaitaire de 50 000 $ pour t'aider à refaire ta vie. Je garde le penthouse, les voitures et mes portefeuilles d'investissement. C'est plus que juste, considérant que tu n'as pas travaillé un seul jour en 8 ans. » Nora prit l'enveloppe. « Je n'ai pas travaillé ?» répéta-t-elle avec un écho étrange et creux dans sa voix. Peindre des paysages dans la chambre d'amis ne compte pas comme une contribution au foyer, Nora. Richard soupira en croisant les bras. Écoute, lis-le simplement. Fais-le examiner par un avocat commis d'office si ça peut te rassurer, mais n'essaie pas de faire traîner les choses. Tu n'as pas les moyens de m'affronter au tribunal. Et si tu essayes, Kensington va littéralement t'enterrer. Signe les papiers, prends les 50 000 $ et retourne en Ohio. Nora se leva lentement. Elle regarda le poulet rôti sur le comptoir, puis de nouveau Richard. « D'accord, Richard, » dit-elle, sa voix étrangement calme. « Si c'est ce que tu veux. »« C'est ce que je veux, » dit-il en tournant les talons. Il ne regarda même pas en arrière en attrapant son sac de voyage dans le placard du couloir. « Je reste à l'hôtel ce soir. J'attends de toi que tes affaires soient en fête et que tu sois parti d'ici la fin du week-end. Le service de nettoyage vient lundi. » Alors que la lourde porte en chêne se refermait derrière lui, Richard sentit une immense vague de soulagement. C'était fait. Le poids de mort avait été coupé. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Tiffany. « Salut, bébé, » dit-il en entrant dans l'ascenseur. « C'est fait. J'ai lâché la bombe. Elle ne s'est même pas défendue. » À l'autre bout du fil, Tiffany poussa un cri de joie. « Je te l'avais dit, chérie. Elle est faible. Elle sait qu'elle ne peut rien contre toi. Viens chez moi. On doit fêter ça. » De retour dans le penthouse, Nora se tenait seule dans la cuisine. Elle regarda les papiers du divorce, sortant l'épaisse liasse de documents juridiques de l'enveloppe. Elle survola les exigences de Richard. L'intimé renonce à toute réclamation sur les biens. L'intimé accepte un paiement unique de 50 000 $. Un lent sourire glacial se dessina sur le visage de Nora. Elle se dirigea vers l'îlot de la cuisine, prit son téléphone portable et composa un numéro qui n'était pas dans ses contacts. C'était un numéro qu'elle connaissait par cœur, un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 8 ans. Ça sonna 2 fois. « Directeur Pierce ?» répondit une voix vive et professionnelle. « Jonathan, » dit Nora, sa voix complètement différente maintenant. Dépouillée de sa douce chaleur domestique, elle était remplacée par une autorité froide et impérieuse qui aurait fait frissonner Richard. « C'est moi. Il semble que mes petites vacances à Seattle soient officiellement terminées. Mettez l'équipe juridique en ligne. Nous avons une restructuration d'entreprise à exécuter. »« Bien sûr, madame, » répondit Jonathan Pierce, son ton changeant pour une profonde déférence. « Dois-je geler les actifs locaux? »« Pas encore, » dit Nora en fixant la signature de Richard sur l'acte de divorce. « Laisse-le croire qu'il a gagné. Laisse-le construire son petit château dans le ciel. La chute n'en sera que plus divertissante. » Au cours des 3 mois suivants, Richard Sterling vécut comme un roi. Nora ayant complètement quitté le penthouse, Richard y installa immédiatement Tiffany. Tiffany s'empressa d'effacer toute trace de son ancienne femme. Fini les aquarelles discrètes et les fauteuils de lecture anciens de Nora. Place aux meubles en miroir, aux immenses toiles abstraites et à un grand canapé d'angle en cuir blanc. Richard se moquait des changements esthétiques.
Il se souciait de l'image. Avec une belle jeune femme à son bras, son statut au sein de l'entreprise semblait se consolider. L'avocat de Richard, David Kensington, était un requin notoirement agressif qui excellait à dévaster financièrement les conjointes de ses riches clients. Lors d'une réunion dans le bureau élégant de Kensington, au mur de verre surplombant le Puget Sound, Richard se sentit totalement invincible. Elle n'a rien contesté, nota Kensington en examinant un dossier sur son bureau en acajou. L'avocat était un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux argentés plaqués en arrière et des yeux de faucon. En fait, sa représentation légale est étrange. Étrange comment? Demanda Richard en sirotant une eau pétillante. A-t-elle engagé un avocat de quartier de l'Ohio? Non. Kensington fronça les sourcils en ajustant ses lunettes. Son avocat au dossier est un cabinet basé à New York, Pierce, Sterling et Vanguard. Je n'ai jamais entendu dire qu'il s'occupait de droits de la famille. C'est un cabinet de premier plan spécialisé dans les fusions et acquisitions d'entreprises extrêmement haut de gamme. Je n'ai aucune idée de comment votre future ex-femme a réussi à les retenir. Ils exigent généralement une provision d'1 million de dollars juste pour franchir la porte. Richard ricana, agitant la main d'un air dédaigneux. Probablement une affaire caritative pro bono. Vous connaissez Nora. Elle est bénévole au refuge pour chiens. Peut-être qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps devant un avocat en vacances qui a eu pitié d'elle. Ça n'a pas d'importance. Elle a signé les renonciations préliminaires. Elle a abandonné. C'est vrai, aimait Kensington, bien qu'une lueur d'inquiétude dansa dans ses yeux. Mais je dois vous avertir, Richard. Nous entrons dans la phase de déclaration formelle du patrimoine. Le juge qui supervise votre affaire est Harrison Caldwell. Il est très à cheval sur la transparence financière absolue. Vous avez transféré des bonus substantiels sur des comptes offshore au Cayman au cours des 6 derniers mois. Caldwell ne verra pas cela d'un bon œil s'il le découvre. Il ne le découvrira pas, dit Richard avec assurance, se penchant en arrière dans son fauteuil. Ces comptes sont structurés sous des sociétés écrans liées à mes acquisitions immobilières. Techniquement, l'argent appartient à Sterling Horizons. Pas à moi, personnellement. C'est intouchable dans une procédure de divorce. Kensington hocha lentement la tête. Tant que le voile corporatif tient, mais rappelez-vous, c'est à nous de prouver que ces actifs sont complètement séparés de votre patrimoine personnel. J'ai rédigé l'offre de règlement finale. Les 50 000 $ tiennent toujours. Nous allons au tribunal la semaine prochaine pour finaliser. Parfait, sourit Richard. Il vérifia sa Rolex. Je dois y aller. Tiffany veut regarder des bagues de fiançailles. Je lui ai promis quelque chose avec un peu de poids. Ne l'achetez simplement pas avec les comptes contestés, avertit Kensington. Détends-toi, David. J'ai tout sous contrôle. Richard quitta le bureau avec le sentiment de posséder la ville. Il retrouva Tiffany chez un joaillier de luxe du centre-ville où il dépensa joyeusement 80 000 $ pour une bague en diamant de 3 carats sans défaut. Pourquoi pas? Sa promotion était garantie le mois prochain. Son patron, le PDG de l'entreprise, avait fortement laissé entendre qu'une restructuration massive verrait Richard prendre la tête de toute la division de la côte ouest. Tout se mettait parfaitement en place. Pendant ce temps, dans une salle de conseil hautement sécurisée et insonorisée au dernier étage d'un gratte-ciel de Manhattan, Jonathan Pierce examinait un dossier numérique. Pierce n'était pas un avocat spécialisé en divorce. Il était le conseiller juridique en chef de Falk Enterprise, l'un des plus grands conglomérats de patrimoine privé au monde. Assise à la tête de l'immense table de conférence en obsidienne, se trouvait une femme que Richard Sterling aurait à peine reconnue. Fini le pull beige et le chignon désordonné. Nora portait un blazer anthracite à la coupe impeccable sur un chemisier en soie. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel en un carré lisse, et sa posture dégageait une autorité intimidante et glaciale. Elle n'était plus Nora Miller, la tranquille orpheline. Elle était Eleanor Montgomery Falk. La famille Montgomery Falk possédait pratiquement la moitié de l'immobilier commercial de la côte Est, ainsi qu'un portefeuille massif de brevets technologiques et de lignes de transport maritime international. Eleanor était l'unique héritière. 8 ans plus tôt, épuisée par la nature impitoyable et sanguinaire de la haute société, et désespérée de trouver quelqu'un qui l'aimerait pour elle-même et non pour son fonds en fiducie de plusieurs milliards de dollars, elle avait créé l'alias Nora Miller.
Elle avait déménagé à Seattle, vécu simplement et rencontré un agent immobilier ambitieux, apparemment charmant, de niveau intermédiaire, nommé Richard. Elle lui avait tout donné. Elle avait secrètement orchestré les accords en coulisses qui lui avaient valu ses promotions. Quand Richard pensait avoir brillamment négocié l'achat du penthouse du centre-ville, c'était en fait Eleanor qui avait demandé à sa société holding de le lui vendre à perte massive juste pour qu'il puisse avoir une belle maison. Chaque coup de chance que Richard avait connu au cours des 8 dernières années avait été méticuleusement arrangé par sa femme dans l'ombre. Il a acheté une bague aujourd'hui, dit Jonathan Pierce, en faisant glisser une tablette sur la table. 80 000 payés depuis le compte des Caymans. Eleanor jeta un coup d'œil à la tablette, son expression complètement détachée. Le compte des Caymans qui détient les fonds détournés de l'accord de zonage de Sterling Horizons? Exactement. Pierce sourit finement. Il croit avoir réussi à cacher près de 4,2 millions de dollars de la déclaration de patrimoine. Il croit aussi fermement que Sterling Horizons est une entité totalement indépendante. Et quand découvrira-t-il que Falk Enterprise a finalisé la prise de contrôle hostile de la société mère de Sterling Horizons il y a 3 jours? Demanda Eleanor, se penchant en arrière et joignant le bout de ses doigts. J'ai pensé qu'il serait préférable de laisser le juge Caldwell lui annoncer cette nouvelle particulière lors de l'audience finale, répondit Pierce, les yeux brillants d'une malice professionnelle. Monsieur Sterling a soumis sa déclaration de patrimoine finale sous peine de perjure. Il a caché les fonds des Caïmans, il a sous-évalué ses options sur actions et il tente de vous laisser avec 50 000 dollars. 50 000? Songea Eleanor, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Il pense vraiment que je ne suis rien. C'est un homme profondément arrogant, madame. L'arrogance est une maladie, Jonathan, dit Eleanor en se levant de la table et en lissant son blazer. Et la semaine prochaine, dans la salle d'audience 4B, nous allons fournir le remède. Allons à Seattle. Le matin de l'audience finale, Seattle était enveloppé d'un brouillard épais et maussade. Mais l'humeur de Richard était radieuse. Il monta les marches de marbre du palais de justice du comté de King, ressemblant à un mannequin en première page du magazine Forbes. Il portait un costume Tom Ford Blue Marine, une chemise blanche impeccable et une cravate qui signalait subtilement la richesse et le pouvoir. Accrochée fermement à son bras se trouvait Tiffany, vêtue d'une robe de créateur moulante, totalement inappropriée pour une procédure de tribunal de la famille, mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait. Elle exhibait sa bague en diamant massive à quiconque croisait son regard. « Tu es prêt pour ça, chérie? » murmura Tiffany, appuyant sa tête contre son épaule, alors qu'il passait des détecteurs de métaux. « Ce sera fini en 20 minutes, » l'assura Richard en l'embrassant sur le haut de la tête. Kensington a dit que le juge allait juste approuver l'accord. Elle ne s'est pas défendue. Elle est probablement trop fauchée pour même se payer un billet d'avion pour venir. Ils retrouvèrent David Kensington devant la salle d'audience 4B. L'avocat avait l'air impeccable, tenant une épaisse maillette en cuir, mais son front était légèrement plissé d'agacement. « Est-elle là? » demanda Richard en jetant un coup d'œil dans le couloir bondé. « Je ne sais pas, marmonna Kensington. Son équipe juridique a déposé une motion ce matin pour sceller la salle d'audience. C'est une demande très inhabituelle pour un divorce standard, surtout un où les biens sont essentiellement non contestés. Mais le juge Caldwell l'a accordé. Le public a été évacué. Seules les parties essentielles sont autorisées à l'intérieur. Richard fronça les sourcils. Pourquoi scellerait-elle la salle d'audience? Est-elle gênée? Très probablement, dit Kensington avec assurance, balayant sa propre inquiétude. Elle ne veut probablement pas que quiconque la voie repartir avec presque rien. Entrons, obtenons les signatures et sortons. Richard poussa les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 4B. La pièce était grandiose, lambrissée de bois sombre, et dominée par la haute estrade où le juge siégerait. Elle était entièrement vide, à l'exception de l'huissier, du sténographe judiciaire et de 2 personnes assises à la table de l'intimé. Richard s'arrêta dans l'allée, les yeux plissés. Il s'attendait à ce que Nora ait l'air pathétique. Il s'attendait à la voir dans un de ses pulls délavés, courbée, pleurant doucement dans un mouchoir. Au lieu de cela, la femme assise à la table de la défense ressemblait à une étrangère. Eleanor, que Richard connaissait encore sous le nom de Nora, était vêtue d'un tailleur d'affaires gris ardoise à la coupe impeccable. Sa posture était rigide et parfaite. Elle ne baissait pas les yeux.
Elle regardait droit devant elle, son visage un masque illisible de calme total. À côté d'elle était assis un homme que Richard ne reconnaissait pas. C'était Jonathan Pierce. Il ne ressemblait pas à un avocat commis d'office bon marché. Il portait un costume 3 pièces sur mesure et avait l'immobilité calme et prédatrice d'un homme qui détruit des entreprises pour vivre. Tiffany serra plus fort le bras de Richard. « Qui est ce type avec elle ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas, marmonna Richard, une petite graine de doute s'implantant dans son esprit. Il la chassa. « De la poudre aux yeux, se dit-il. Elle essaye juste de paraître courageuse. » Richard, Tiffany et Kensington prirent place à la table du demandeur. Richard lança un regard noir à sa femme de l'autre côté de l'allée, mais elle n'accusa même pas réception de sa présence. Elle ne le regarda pas une seule fois. « Levez-vous » aboya l'huissier, brisant le silence tendu de la pièce. L'honorable juge Harrison Caldwell sortit de ses appartements. Caldwell était un vétéran du tribunal de la famille, un homme connu pour sa politique de tolérance zéro envers la tromperie financière. Il avait un visage sévère, profondément ridé, et une paire de lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Il prit son siège, frappa une fois son marteau et ouvrit l'épais dossier sur son bureau. « Asseyez-vous » ordonna le juge Caldwell. Il ajusta ses lunettes et baissa les yeux sur les documents. « Nous sommes ici pour la dissolution finale du mariage dans l'affaire Sterling contre Miller. Numéro de dossier 884 Delta. Avocat, présentez-vous. » David Kensington pour le demandeur Richard Sterling. « Votre honneur, » dit Kensington en se levant avec aisance. Jonathan Pierce se leva lentement, boutonnant sa veste. Jonathan Pierce de Pierce, Sterling et Vanguard, représentant l'intimé, votre honneur. Le juge Caldwell leva les yeux, les sourcils légèrement haussés. Monsieur Pierce, vous êtes bien loin de Wall Street. Je ne vois pas souvent votre cabinet s'occuper de simples dissolutions domestiques. C'est une faveur spéciale pour une cliente très importante. Votre honneur, répondit Pierce avec aisance, sa voix résonnant dans la salle d'audience vide. Très bien, dit Caldwell, se penchant à nouveau sur le dossier. J'ai devant moi un projet d'accord de règlement rédigé par le demandeur. Il décrit une division des biens qui favorise fortement M. Sterling. Le demandeur revendique la pleine propriété de la résidence principale, de tous les véhicules et de plusieurs portefeuilles d'investissement, offrant une somme forfaitaire de 50 000 $ à l'intimé. Caldwell regarda Nora par-dessus ses lunettes. « Madame, comprenez-vous les termes de cet accord? Êtes-vous sous la contrainte pour l'accepter? » Avant qu'Eleanor ne puisse parler, Richard se pencha et murmura à Kensington. « Dites au juge qu'elle a signé la renonciation. Accélérons les choses. » Kensington se leva. « Votre honneur, si je peux me permettre, mon client a été le seul soutien financier pendant toute la durée de ce mariage de 8 ans. L'intimé n'a pas occupé d'emploi pendant cette période. Le règlement est plus qu'équitable, compte tenu de son manque de contribution financière. » Le juge Caldwell fronça les sourcils. « C'est moi qui jugerai de ce qui est équitable, Monsieur Kensington. Je regarde la déclaration de patrimoine sous serment de M. Sterling en ce moment même. » Le juge tourna une page. « Monsieur Sterling, vous avez juré sous peine de parjure que ce document représentait l'intégralité de vos avoirs financiers. » Richard se leva, projetant une confiance totale. « C'est exact, votre honneur. Tout est complètement transparent. » Jonathan Pierce se leva lentement. Il prit une seule feuille de papier sur son bureau. « Votre honneur, la défense s'oppose à l'accord de règlement. » Kensington ricana de manière audible. « Pour quel motif? L'intimé a déjà signé les renonciations préliminaires. »« Pour des motifs de fraude financière massive et délibérée, » dit Pierce, sa voix baissant d'une octave, résonnant d'une autorité absolue. « Et pour le motif que le demandeur, M. Sterling, ne possède en fait aucun des biens qu'il prétend posséder. En fait, il occupe actuellement sans droit un appartement appartenant à ma cliente. » Le silence devint total dans la salle d'audience. Richard laissa échapper un rire court et incrédule. « De quoi parle-t-il? Nora ne possède rien du tout. »« Monsieur Pierce, » dit le juge Caldwell, sa voix basse et menaçante, « c'est une allégation très grave. Vous avez intérêt à avoir les documents pour la soutenir. J'ai déposé une mémoire complémentaire, votre honneur. Il devrait se trouver dans l'enveloppe rouge scellée au dos de votre dossier, » dit calmement Pierce. Le juge Caldwell se rendit au dos de son énorme dossier et en sortit une lourde enveloppe à bordure rouge scellée d'un cachet de cire. Il brisa le sceau et sortit une pile de documents portant des filigranes fédéraux. Alors que le juge commençait à lire, le silence dans la pièce devint suffocant.
Richard observait le visage du juge. Il s'attendait à ce que Caldwell lève les yeux au ciel et rejette les absurdités falsifiées que l'avocat de Nora avait soumises. Mais cela ne se produisit pas. Au lieu de cela, le juge Caldwell se figea. La couleur quitta lentement son visage. Ses yeux passaient du papier à Nora et de nouveau au papier. Ses mains, tenant le document, se mirent même à trembler légèrement. « Monsieur, Monsieur Pierce !» balbutia le juge Caldwell, sa voix perdant toute sa puissance et son autorité. « Ces sceaux d'authentification fédéraux sont-ils légitimes? Ils ont été vérifiés par la SEC et la Réserve fédérale ce matin. Votre honneur, répondit froidement Pierce. Le juge Caldwell baissa lentement le papier. Il regarda Richard Sterling, non pas avec l'agacement sévère d'un juge, mais avec la profonde pitié d'un homme regardant quelqu'un sauter d'une falaise. « Monsieur Sterling, dit le juge Caldwell, sa voix soudainement très basse, lorsque vous avez déposé ces papiers de divorce, avec qui pensiez-vous être marié exactement? » « Avec Nora Miller, dit Richard, son cœur battant soudainement la chamade contre ses côtes. « C'est une orpheline de l'Ohio. Qu'est-ce qui se passe ici? » Le juge Caldwell enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Il regarda Nora qui fixait Richard avec des yeux aussi froids et impitoyables qu'un océan d'hiver. « Monsieur Sterling, dit lourdement le juge, vous n'êtes pas marié à Nora Miller. Nora Miller n'existe pas. » Richard sentit l'air lui manquer. Tiffany laissa échapper un petit hoquet. Le juge Caldwell reprit le document, sa voix résonnant contre les murs en acajou comme le glas d'une cloche funèbre. Selon ces documents fédéraux authentifiés, la femme assise en face de vous est Eleanor Montgomery Falk, unique héritière de Falk Enterprise, et depuis la semaine dernière, l'actionnaire majoritaire et propriétaire absolu de Sterling Horizons, votre employeur. Le marteau resta suspendu dans l'air lourd et suffocant. Le sourire narquois de Richard Sterling disparut, remplacé par un masque de terreur pure et sans mélange. Le lourd silence dans la salle d'audience 4B fut finalement brisé par un rire rauque et haletant de Richard. Il regarda le juge Caldwell, puis Jonathan Pierce, un sourire désespéré et condescendant plaqué sur son visage. « C'est de la folie, » ricana Richard en se tournant vers son avocat. « David, fais quelque chose. Elle a manifestement engagé quelqu'un pour falsifier des filigranes fédéraux. C'est une tactique de retardement pathétique. Ma femme est une bénévole dans un refuge, pour l'amour de Dieu. Elle ne possède pas Falk Enterprise. Les Falk sont des milliardaires de la côte Est. » David Kensington ne rit pas. Il fixait les documents entre les mains du juge, son visage d'un gris maladif. En tant que vétéran des litiges à enjeux élevés, Kensington savait à quoi ressemblaient les sceaux d'authentification de la CIC. Il connaissait la texture distincte et en relief d'un dossier certifié du FinCEN, le réseau de répression des crimes financiers. Les papiers sur l'estrade n'étaient pas des faux. Ils étaient la réalité absolue et indéniable. Kensington tourna lentement la tête pour regarder Richard. « Richard, murmura-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de fureur et de terreur. M'as-tu menti au sujet des comptes des Caïmans? »« Je n'ai pas menti, » siffla Richard, sa voix résonnant dans la vaste pièce. « Je te l'ai dit, ce sont des comptes de holding d'entreprise, l'argent de Sterling Horizons, pas le mien. » « Ce qui est exactement le problème, Monsieur Sterling, » interrompit Jonathan Pierce, sa voix tranchant la panique comme un scalpel. Il ne regarda même pas Richard. Il s'adressa au juge. « Votre honneur, à 9 heures du matin lundi, Falk Enterprise a finalisé un rachat d'actions majoritaires de 60% de la société mère de Sterling Horizons, accordant de fait à ma cliente et Mme Montgomery Falk un contrôle exécutif absolu sur l'entreprise. » Pierce sortit un deuxième dossier de sa mallette. En menant un audit interne de sa filiale nouvellement acquise, les comptables judiciaires de ma cliente ont découvert une grave divergence dans la récente acquisition de zonage commercial du centre-ville, un projet mené par M. Sterling. Au cours des 6 derniers mois, M. Sterling a utilisé un réseau de sociétés écrans pour siphonner environ 4,2 millions de dollars de fonds d'entreprise vers un compte offshore privé aux îles Caïmans. Tiffany, assise à côté de Richard, lâcha soudain son bras comme s'il avait pris feu. « Détournement de fonds » murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'horreur. « C'est un mensonge » cria Richard en frappant la main sur la table en acajou. « J'ai gagné ces bonus. C'était un report d'impôt stratégique. » « La division des enquêtes criminelles de l'IRS n'est pas d'accord, » dit le juge Caldwell,
son ton devenant glacial. Il ajusta ses lunettes, regardant Richard avec un dégoût flagrant. J'ai ici une injonction préliminaire du bureau du procureur fédéral. Il s'apprête à geler tous vos actifs personnels et professionnels, M. Sterling, en attendant une enquête criminelle complète. Vous avez soumis une déclaration financière sous serment à ce tribunal sous peine de parjure, omettant plus de 4 millions de dollars de fonds volés. C'est un crime grave dans ma salle d'audience. La bouche de Richard s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les murs du palais de justice du comté de King semblaient soudain se refermer sur lui. Il regarda de l'autre côté de l'allée. Eleanor était assise, parfaitement immobile. Elle ne jubilait pas. Elle ne souriait pas. Elle le regardait avec le détachement froid et clinique d'un scientifique observant un insecte mourant sous un microscope. De plus, votre honneur, continua Pierce avec aisance, concernant le projet d'accord de règlement, Monsieur Sterling a gracieusement offert à ma cliente 50 000 $ pour quitter le penthouse du centre-ville. Pierce se permit un rare et fin sourire. Il y a un léger problème administratif avec cette demande. Monsieur Sterling ne possède pas le penthouse. Richard releva brusquement la tête. J'ai l'acte de propriété. Mon nom est sur l'hypothèque. Votre nom est sur un contrat de location structuré comme une hypothèque, le corrigea Pierce sans effort. Vous avez acheté le penthouse il y a 3 ans à une société holding appelée Apex Real Estate. Apex est une filiale à 100% de Falk Enterprise. Ma cliente vous a essentiellement loué la propriété à une perte de 80% parce qu'elle désirait un cadre de vie confortable. La propriété lui appartient. Vous êtes actuellement un occupant sans droit. Non, haleta Richard, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses jointures devinrent blanches. Non, c'est un piège, Tiffany, dit-leur. Il se tourna vers sa droite, mais Tiffany était déjà debout. Son visage était rouge, son sac à main de créateur serré contre sa poitrine. Elle regarda Richard, non pas avec amour, mais avec une profonde révulsion de survie. Tiffany, plaida Richard Ward. Tu m'as dit que tu étais une partenaire, siffla-t-elle doucement, des larmes d'humiliation perlant dans ses yeux. Tu m'as dit que tu possédais la ville. Tu es un voleur, Richard. Tu vas aller en prison. Attends, bébé, s'il te plaît. Jonathan Pierce se racla la gorge. Mademoiselle Lawson, avant votre départ, je dois vous informer que la bague en diamant de 80 000 $ actuellement à votre main gauche a été achetée hier à 14h14 par un virement direct depuis le compte contesté des îles Caïmans. Comme elle a été achetée avec des fonds d'entreprise détournés, elle est officiellement la propriété de Falk Enterprise. Tiffany laissa échapper un sanglot étouffé. Elle arracha la bague de son doigt, sa main tremblant violemment, et la claqua sur la table du demandeur. Elle cliqueta contre le bois, s'immobilisant juste à côté du décret de divorce non lu de Richard. Sans un mot de plus, elle se retourna et sprinta dans l'allée centrale, les lourdes portes en chaîne se refermant derrière elle. « Monsieur Kensington, dit le juge Caldwell en regardant l'avocat pâle et en sueur, je vous suggère fortement de conseiller à votre client de garder le silence avant qu'il ne s'incrimine davantage. J'annule entièrement cet accord de règlement. J'accorde la motion de l'intimer de geler tous les biens matrimoniaux. Et je transmets l'intégralité de cette transcription au bureau du procureur fédéral. » Caldwell abattit son marteau. Le son résonna comme un coup de feu. Cette audience est levée. Richard s'effondra dans son fauteuil en cuir, le souffle complètement coupé. Il regarda de l'autre côté de la pièce. Eleanor se levait, boutonnant avec aisance son blazer gris ardoise. Elle prit son portefeuille en cuir. Pour la première fois en 8 ans, Richard vit sa femme non pas comme une fille calme et sans prétention, mais comme un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Eleanor, s'étrangla Richard, utilisant son vrai nom pour la toute première fois. Elle s'arrêta au bord de l'allée. Elle tourna la tête, le fixant d'un regard si dépourvu de chaleur qu'il lui glaça le sang. « Sors tes affaires de mon appartement avant la fin du week-end, Richard, » dit doucement Eleanor, sa voix faisant parfaitement écho à l'ordre exact qu'il lui avait donné 3 mois auparavant. Le service de nettoyage vient lundi. 48 heures plus tard, l'illusion de la vie de Richard Sterling avait été complètement démantelée. Il était enfermé hors du penthouse. Ses cartes de crédit d'entreprise étaient refusées dans tous les hôtels du centre-ville, le forçant à louer une chambre miteuse et imprégnée de fumée dans un motel en bordure de l'Interstate 5, en utilisant le dernier argent liquide qu'il avait dans son portefeuille. Ses comptes bancaires personnels étaient bloqués par ordre fédéral.
David Kensington l'avait officiellement laissé tomber comme client, invoquant une rupture fondamentale de confiance, laissant Richard entièrement sans défense. Le jeudi matin, son téléphone portable sonna. C'était le département des ressources humaines de Sterling Horizons. On lui ordonna de se présenter immédiatement au siège de l'entreprise pour un examen exécutif obligatoire. Une étincelle d'espoir désespérée et délirante s'alluma dans la poitrine de Richard. Ils ont besoin de moi, pensa-t-il en arpentant la moquette bon marché du motel. Falk Enterprise possède peut-être l'entreprise maintenant, mais ils ne connaissent pas le marché de Seattle. Ils n'ont pas mes contacts. Si je peux juste entrer dans la salle de conseil, je peux négocier. Je peux leur proposer un accord de plaidoyer. Je peux rejeter la faute des comptes des Caïmans sur mes analystes juniors. Il enfila son plus beau costume Tom Ford, maintenant légèrement froissé après avoir été fourré dans un sac de sport, et conduisit sa Porsche vers le monolithe de verre et d'acier de Sterling Horizons. Lorsqu'il atteignit les tourniquets de sécurité dans le hall en marbre, sa carte d'accès clignota en rouge. Un agent de sécurité armé s'avança immédiatement, posant une main lourde sur l'épaule de Richard. « Monsieur Sterling, dit l'agent d'un ton bourru, vous devez être escorté au dernier étage. Remettez les clés du véhicule de société. » « C'est ta voiture personnelle, rétorqua Richard, bien que sa voix manquât de son mordant habituel. « Acheté avec une prime de signature d'entreprise, monsieur, » contra l'agent avec aisance, tendant un sac de preuves en plastique. « Les clés. Maintenant. » Humilié devant la cohue matinale du cabinet d'avocats, Richard laissa tomber les clés de la Porsche dans le sac. Il fut conduit dans l'ascenseur exécutif, flanqué de 2 gardes. Son cœur battait la chamade contre ses côtes alors que les chiffres défilaient vers le haut. 70, 71, 72. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage du penthouse exécutif. Richard fut conduit le long du couloir au mur de verre vers la salle de conseil principale. Il prit une profonde inspiration, ajustant sa cravate, se préparant à charmer quiconque Falk Enterprise avait envoyé pour s'occuper de lui. Il poussa les lourdes portes en verre. Assise à la tête de l'immense table de conférence en chaîne de 6 mètres, se trouvait Eleanor. Elle était flanquée de Jonathan Pierce et de 2 hommes en costume sombre et conservateur qui dégageaient l'aura indubitable des forces de l'ordre fédéral. Le PDG de Sterling Horizons, un homme que Richard avait passé des années à flatter, était introuvable. « Asseyez-vous, Richard », ordonna Eleanor, désignant une chaise solitaire placée à l'autre bout de la table. L'assurance de Richard vola en éclats instantanément. Il trébucha jusqu'à la chaise et s'y effondra. « Nora, Eleanor, s'il te plaît, on peut en parler. Nous avons été mariés pendant 8 ans. Tu m'as aimé un jour. » « J'ai aimé une projection, Richard, » dit Eleanor, sa voix lisse et totalement dépourvue d'émotion. « J'ai aimé l'homme que je pensais que tu étais quand j'étais épuisé par ma propre réalité. Je voulais une vie simple. Je voulais un partenaire. Mais dès que tu as goûté à une fraction de succès, tu es devenu un monstre. Et la tragédie, c'est que tu n'as même pas mérité ce succès. J'ai travaillé 80 heures par semaine, protesta Richard, sa voix se brisant. J'ai construit la division de la côte ouest. Eleanor laissa échapper un rire court et creux. Elle ouvrit un épais dossier sur la table. Vraiment? Passons en revue ta brillante carrière, veux-tu? Elle tourna la première page. Il y a 5 ans, tu as miraculeusement obtenu les droits de développement du front de mer au détriment du groupe Peterson. Tu as eu une énorme promotion. Sais-tu pourquoi Peterson s'est retiré à la dernière seconde? Richard déglutit difficilement. Parce que ma proposition était structurellement supérieure. Parce que j'ai demandé à Jonathan Pierce d'appeler le groupe Peterson et de menacer de lancer une prise de contrôle hostile de leur chaîne d'approvisionnement s'ils ne retiraient pas leur offre, déclara platement Eleanor. Elle tourna une autre page. Il y a 3 ans, tu as décroché le contrat de zonage de la ville. Le maire l'a fait passer pour toi. Tu pensais là que c'était grâce à ton charisme pur lors de ce gala de charité. C'était en fait parce que Falk Enterprise avait discrètement fait un don de 3 millions de dollars au comité de réélection du maire la semaine précédente. Richard la fixa, le sang lui montant aux oreilles. Chaque accomplissement, chaque pilier de son ego massif s'effondrait en poussière sous ses yeux. « Tu n'es pas un titan de l'industrie, Richard, » dit Eleanor, le regardant droit dans les yeux.
Tu es un cadre moyen médiocre qui a été soutenu par l'empire invisible de sa femme. Je t'ai donné le monde parce que je voulais que tu sois heureux. Et au moment où tu as senti que tu étais au-dessus de moi, tu as essayé de me jeter avec un chèque de 50 000 dollars. Elle ferma le dossier. Je mets officiellement fin à ton emploi chez Sterling Horizons, avec effet immédiat pour faute grave, manquement à l'obligation fiduciaire et détournement de fonds criminels. Tes options sur actions sont annulées. Ton indemnité de départ est refusée. Tu n'as rien. Eleanor fit un geste vers les deux hommes debout près du mur. Ils s'avancèrent, sortant des badges dorés de leur poche de veste. Richard Sterling, dit l'un des agents, sa voix dure et bureaucratique. Nous sommes du Bureau fédéral d'investigation, division des crimes en col blanc. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous concernant la fraude électronique inter-État et le détournement de 4,2 millions de dollars. L'agent sortit une paire de menottes en acier de sa ceinture. La vision de Richard se brouilla. Il regarda Eleanor, des larmes de panique absolue coulant sur son visage. « Eleanor, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je signerai tout ce que tu veux. Fais-les juste partir. » « S'il te plaît. » Eleanor se leva. Elle regarda l'homme en pleurs et brisé qu'elle avait autrefois appelé son mari, de l'autre côté de la longue table de conférence. « Les papiers du divorce sont déjà signés, Richard, » dit doucement Eleanor. « Tu as dépassé notre vie tranquille. Il est maintenant temps de t'aligner sur ta nouvelle trajectoire. » Elle se retourna et sortit de la salle de conseil, le son des menottes métalliques se refermant derrière elle. Le centre correctionnel métropolitain était un cauchemar sensoriel. Pour un homme qui avait passé les 3 dernières années à se plaindre si la température ambiante de son penthouse fluctuait de 2 degrés, l'air humide et glacial et le claquement incessant des portes en acier étaient un enfer particulier. Richard Sterling était assis sur un lit de camp en métal rigide, fixant d'un air absent le mur en parpaing. Il portait une combinaison orange rêche et trop grande. Cela faisait 4 mois depuis l'audience de divorce désastreuse dans la salle d'audience 4B. 4 mois depuis qu'Eleanor avait systématiquement démantelé toute son existence avec la précision chirurgicale d'un maître tacticien. Sa mise en accusation avait été un spectacle public humiliant. Parce que le gouvernement fédéral avait gelé tous les actifs liés à son nom, qui étaient en réalité liés aux fonds d'entreprise détournés de Falk Enterprise, Richard fut déclaré légalement indigent. L'ironie était suffocante. L'homme qui s'était moqué de l'idée que sa femme utilise un avocat commis d'office était maintenant assis à côté d'un. Arthur Pendleton, un avocat commis d'office surmené et perpétuellement épuisé avec des taches de café sur son revers, avait fait de son mieux. Mais lorsque l'accusation a présenté une montagne de preuves comptables judiciaires, complète avec des journaux de virements signés par Richard et des serveurs cachés liés directement à son adresse IP, Arthur avait juste soupiré. La caution avait été fixée à 2 millions de dollars. Richard ne pouvait même pas se payer une barre chocolatée à la cantine, encore moins un agent de cautionnement. Il était resté derrière les barreaux, complètement abandonné. Le procès commença un mardi glacial et enneigé de janvier. Le juge fédéral Thomas Albright présidait la salle d'audience, projetant une aura d'autorité absolue et impitoyable. Richard était assis à la table de la défense, la peau pâle et jaunâtre, les cheveux clairsemés par le stress. Il ne ressemblait en rien au titan arrogant de l'immobilier qui avait essayé d'acheter à sa maîtresse une bague de 420 000 dollars. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme effrayé et brisé. La procureure principale, Madeleine Ross, était un requin dans un tailleur bleu marine. Elle ne s'est pas contentée de présenter des preuves. Elle a brossé un portrait dévastateur d'un homme profondément médiocre qui avait volé des millions dans une tentative désespérée de maintenir une illusion de grandeur. L'accusé, Richard Sterling, n'a pas agi seul dans le vide, mais il a été le seul architecte de la fraude, a déclaré la procureure Ross lors de ses remarques liminaires, arpentant la salle devant le jury. Il a utilisé sa position chez Sterling Horizons pour canaliser 4,2 millions de dollars de capital d'entreprise dans l'Apex Horizon Trust, une société écran basée au Cayman. Il a fait cela non pas pour sauver son entreprise, mais pour financer un style de vie somptueux qu'il ne pouvait fondamentalement pas se permettre, et pour cacher ses actifs lors d'une procédure de divorce en cours.
Mais le moment le plus angoissant pour Richard ne fut pas celui où les comptables judiciaires ont détaillé les journaux d'adresse IP ou lorsque les agents du FBI ont témoigné de la saisie de ses appareils électroniques. Ce fut le témoin vedette de l'accusation. L'État appelle Tiffany Lawson, annonça Ross. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Tiffany descendit l'allée. Elle portait une robe noire modeste à col haut, un contraste frappant avec les tenues de créateur moulante que Richard lui avait achetées. Elle ne le regarda pas en prenant place à la barre et en jurant sur la Bible. Pour éviter d'être inculpée comme complice après les faits, Tiffany avait conclu un accord d'immunité totale avec le procureur fédéral. Elle avait remis chaque message texte, chaque courriel et chaque cadeau que Richard lui avait jamais offert. Mademoiselle Lawson, commença doucement la procureure Ross, pouvez-vous décrire le comportement de l'accusé concernant ses finances dans les mois précédant son arrestation? Il était obsessionnel, dit Tiffany, sa voix tremblant légèrement, jouant à la perfection le rôle de la petite amie naïve et manipulée. Il m'a dit qu'il déplaçait de l'argent pour s'assurer que sa femme n'ait pas un centime. Il s'en vantait. Il disait qu'elle était faible, qu'elle ne comprendrait pas les abris fiscaux d'entreprise et qu'il allait repartir avec des millions en la laissant sans rien. « Objection !» siffla Richard, se levant à moitié de sa chaise. Elle savait. Elle m'a aidé à choisir les banques offshore. Elle. « Monsieur Sterling, asseyez-vous et gardez le silence ou je vous ferai bâillonner », aboya le juge Albright, son marteau frappant le bloc sonore d'un coup sec. Arthur Pendleton tira Richard vers le bas par la manche de sa combinaison orange. « Essayez-vous d'ajouter un outrage au tribunal à la liste ?» murmura furieusement l'avocat commis d'office. « Taisez-vous. » Richard s'affala sur sa chaise, une sueur froide perlant dans son cou. Il regarda Tiffany détruire systématiquement sa réputation, détaillant son arrogance, son infidélité et ses intentions flagrantes et exprimées de commettre une fraude financière contre sa femme et son entreprise. Quand Tiffany descendit finalement de la barre, elle passa juste à côté de la table de la défense. Pendant une fraction de seconde, ses yeux croisèrent ceux de Richard. Il n'y avait aucune pitié. Il n'y avait que le soulagement froid d'un rat fuyant avec succès un navire en perdition. Le jury délibéra moins de 4 heures. Lorsque le président du jury se leva pour lire le verdict, la salle d'audience était silencieuse. Richard sentit son cœur battre contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il ferma les yeux, priant désespérément pour un miracle, pour un vice de procédure, pour qu'Eleanor fasse soudain irruption par les portes et dise que tout cela n'était qu'un test et qu'elle le ramenait à la maison. Sur le premier chef d'accusation, fraude électronique inter-État, quel est votre verdict? Demanda le juge Albright. Nous déclarons l'accusé, Richard Sterling, coupable, votre honneur. Sur le deuxième chef, détournement de fonds d'entreprise, coupable, votre honneur. Sur le troisième chef, parjure coupable. Les mots frappèrent en Richard comme des coups physiques. Il ne pleura pas. Il était trop vidé, entièrement dépourvu de tout ce qui ressemblait à de l'espoir. 2 semaines plus tard, Richard se tenait devant le juge Albright pour le prononcer de la peine. Les directives fédérales pour ses crimes étaient sévères, exacerbées par son manque de coopération et ses tentatives initiales de blâmer ses subordonnés. « Monsieur Sterling, » dit le juge Albright, le regardant de haut depuis son estrade avec un mélange de jugement sévère et de léger dégoût. « Au cours de mes 20 ans à la magistrature fédérale, j'ai vu des cerveaux et j'ai vu des imbéciles. Vous, monsieur, êtes profondément le second. On vous a offert une vie de privilège absolu, de stabilité et de soutien. Au lieu d'éprouver de la gratitude, vous avez laissé votre ego vous convaincre que vous étiez un géant, alors qu'en réalité, vous ne faisiez que vous tenir sur les épaules de quelqu'un de beaucoup plus intelligent et de beaucoup plus gentil que vous. » Le juge ajusta ses lunettes, lisant le rapport de sentence finale. « Vous avez tenté de ruiner financièrement une femme que vous croyiez sans défense et vous avez volé des millions à votre employeur pour financer une façade. Pour ces crimes, je vous condamne à 96 mois, soit 8 ans, dans un pénitencier fédéral. Vous êtes également condamné à payer le remboursement intégral des 4,2 millions de dollars, bien que je soupçonne qu'il vous faudrait le reste de votre vie pour gagner ne serait-ce qu'une fraction de cette somme. » Le marteau tomba. C'était le son final et définitif de la fin de la vie de Richard Sterling. Les Marshals l'entourèrent,
passant leurs mains sous ses bras, et le conduisirent hors de la salle d'audience. Alors qu'il était emmené dans le couloir, les lourdes portes métalliques se refermant derrière lui, la réalité suffocante s'installa. Il n'était plus personne, et cette fois, il n'y avait personne dans l'ombre pour le reconstruire. À des centaines de kilomètres de là, dans un vaste penthouse ensoleillé surplombant Central Park, Eleanor Montgomery Falk se tenait devant une immense toile. Elle portait un jean délavé et taché de peinture et un simple t-shirt blanc. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, une trace de bleu céruléen sur sa joue. La télévision en arrière-plan était en sourdine, un bandeau d'informations défilant en bas de l'écran. Immobilier à Seattle, un cadre condamné à 8 ans de prison fédérale pour détournement de fonds. Eleanor jeta un coup d'œil à l'écran un instant. Son visage resta parfaitement calme. Il n'y avait pas de sourire de triomphe malveillant, pas d'amertume persistante. La colère s'était consumée il y a des mois, remplacée par une paix profonde et clarifiante. Jonathan Pierce entra dans la pièce, tenant une tablette élégante. « Madame, dit-il respectueusement, l'acquisition européenne a été finalisée et l'équipe juridique de Seattle vient de confirmer la sentence. C'est fait. » « Merci, Jonathan, » dit doucement Eleanor. Elle ne détourna pas le regard de sa peinture. « Liquider les actifs restants de Sterling Horizons et absorber le personnel dans le groupe principal Falk. Je ne veux plus entendre le nom de cette entreprise. »« Compris, » acquiesça Pierce, se tournant pour partir. « Viendrez-vous au bureau aujourd'hui? » « Non, » sourit Eleanor, prenant un couteau à palette et mélangeant une nuance vibrante d'or dans le bleu. « Je pense que je vais juste rester ici et peindre aujourd'hui. Je commence enfin à aimer la vue. » Pendant 8 ans, elle avait caché sa force pour qu'un homme faible se sente grand. Elle avait joué la femme calme et banale parce qu'elle pensait que c'était le prix d'une vie normale. Mais alors que le soleil de l'après-midi inondait l'horizon de Manhattan, illuminant sa toile, Eleanor réalisa qu'elle n'avait pas besoin de choisir entre son pouvoir et sa paix. Elle possédait les deux, et elle ne s'excuserait plus jamais pour l'un ou l'autre. L'histoire de l'homme qui a demandé le divorce sans réfléchir, jusqu'à ce que le juge entende le vrai nom de sa femme, explore la nature aveuglante de l'arrogance et le pouvoir tranquille, souvent sous-estimé, de la véritable force. La chute de Richard Sterling n'était pas simplement le produit d'une vengeance d'entreprise. C'était l'effondrement inévitable d'une vie entièrement construite sur la tromperie, la vanité et l'hypothèse tragique que la gentillesse équivaut à la faiblesse. Il a confondu l'humilité d'Eleanor avec la soumission, une erreur de calcul fatale qui l'a exposée à la réalité froide et impitoyable de sa propre médiocrité. En fin de compte, le récit sert de rappel brutal que les masques que nous portons pour impressionner le monde finissent par tomber. Et lorsque la poussière retombe, la véritable autorité appartient à ceux qui n'ont pas besoin de crier pour être entendus.